Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Aujourd'hui, on part à plus de 350 km au nord du cercle polaire et même dans le grand nord au Svalbard avec Delphine Garcin. Salut Delphine! Salut, merci pour l'invitation. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je suis allée une dizaine de fois à Tromsø. Je suis aussi allée à Senja, à Skjervøy, au Lofoten, au Cap Nord. Donc je connais pas mal le Nord, mais de passage, je n'y ai jamais vécu. Alors tu vas pouvoir nous raconter comment c'est de vivre là-haut. Tu as monté ta société dans le tourisme qui s'appelle Off-Track Experience avec ton compagnon Espen qui est norvégien. Et vous organisez des tours en chien de traîneau, des expéditions en voilier, pendant lesquelles notamment on peut voir des orques, les glaciers, au nord de la Norvège et tout au nord, au Svalbard. Alors, musher à Tromsø et skipper au Svalbard, c'est assez classe comme présentation. Depuis combien de temps tu es en Norvège et où tu habites exactement ? Alors, merci pour la présentation, c'est super sympa. Je suis au nord de la Norvège, dans la région de Tromsø et plus précisément Bardufoss, qui est à 2 heures à l'intérieur des terres de Tromsø. C'est très pratique parce qu'on a un aéroport, du coup c'est facile pour voyager. Enfin, ça l'était. Oui. Je suis arrivée, la première fois, je suis venue pour faire un travail saisonnier de quelques mois. Et je suis venue en... Quelle année c'était ? En 2013, je pense. D'accord. C'était vers Tromsø ? Oui, c'était sur un bateau au départ de Tromsø. Parce que, bon, comme tu le dis, je travaille sur les bateaux. Et je suis donc officier de la marine marchande de formation. J'ai trouvé un petit boulot qui était sur un bateau. Au départ, j'étais cuisinière pour des expéditions en ski de randonnée au départ d'un bateau. Super. Et de fil en aiguille, je suis devenue skipper assez rapidement. Ça me déplaisait pas de cuisiner, mais ça me plaît plus de naviguer. Ça a duré combien de temps ce boulot ? Du coup, j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans. Mais c'était des saisons, donc c'est des... en fait, je le fais toujours de nos jours, je le fais toujours à présent. Mais c'est un travail saisonnier puisque la saison de bateau et ski de rando en Norvège dure de février à fin avril. Mi-février, c'est un petit peu tôt peut-être, jusqu'à fin avril. Et donc tous les ans, j'emmène des gens faire des expéditions ou des séjours ski de rando et bateau au nord de la Norvège, au départ de Tromsø. D'accord, et jusqu'au Svalbard du coup ? Et donc cette saison-là, le printemps, c'est ici en Norvège. Et après, en mai-juin, on a la même chose au Svalbard, avec du ski de rando et du bateau. Et puis après, tout l'été, on a d'autres expéditions au Svalbard qui sont liées à la photographie ou alors à l'observation des animaux, comme tu l'as mentionné avec les ours blancs, avec les glaciers, avec la nature là-haut qui est fantastique. Ouais. Et puis on revient à l'automne en Norvège où on a nos chiens avec mon compagnon, avec mon conjoint Espen. Et donc à l'automne, on commence l'entraînement des chiens. Donc là, en ce moment, on est en plein dans l'entraînement d'automne où on permet aux chiens de se muscler, d'acquérir de la force avant l'hiver et avant que la saison de traîneau ne commence. D'accord. Et ton compagnon, tu l'as rencontré sur les expéditions, justement ? Oui, je l'ai rencontré au Svalbard où j'ai vécu pendant 1 an et demi. Je travaillais pour un musher là-haut qui avait aussi un petit chenil et ses chiens. Et donc, en fait, il y avait une petite course de chiens de traîneau qui était organisée localement qui s'appelait Trappers Trail, la trace ou l'itinéraire des trappeurs, auquel j'ai eu la chance de participer. Et Spen était donc un des meilleurs amis des personnes pour qui je travaillais. Donc, on s'est rencontrés lors de la course de chiens de traîneau Trappers Trail au Svalbard. Donc après, vous avez décidé de monter votre société pour pouvoir organiser tous ces tours vous-même vers Tromsø, c'est ça ? Exactement. En fait, Espen a de l'expérience en tant que musher. Il a plus de 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience avec ses chiens. Et moi, mon domaine, c'était plus la mer, les bateaux, les voiliers. Du coup, lui, il avait déjà une activité dans le tourisme avec le ski et les chiens. Et moi, j'avais des connaissances dans le milieu maritime. Du coup, on a monté notre activité ensemble.
tous les deux, et on propose un petit mix du monde maritime et puis du monde de la terre et de la neige et de l'hiver. C'est sympa le mélange là de toutes ces activités, ça fait rêver. Donc on a passé les dernières années à restaurer la ferme d'Espen, qui est dans la forêt au nord de la Norvège. Et D'accord. on utilise ce lieu comme une base un petit peu pour nos expés en chien de traîneau. Oui, c'est notre base, c'est là où on vit en fait. Du coup, vous y vivez aussi, c'est pas seulement une base pour les expéditions, c'est là où vous habitez aussi vous au quotidien, Oui, oui, en fait, il y a plusieurs. C'est une ferme norvégienne typique, donc il y a notre maison qui est une maison en bois norvégienne typique. On a une guest house, une maison enfin un chalet en rondin pour les gens qui viennent nous rendre visite. On a le chenil avec 35 chiens. Là, pendant que je te parle, je les vois par la fenêtre. Je regarde. Et on est en train de construire un autre chalet pour les handlers, les gens qui viennent nous aider avec les chiens. On a des gens toute l'année qui nous aident. En ce moment, on a 3 personnes. On a un charpentier français euh, qui travaille avec nous, et un couple qui sont plus spécialisés dans les chiens et qui restent là aussi, au moins jusqu'à la fin de l'entraînement d'automne. D'accord. Parce que justement pour ceux qui ne connaissent pas trop le domaine, des chiens de traîneau et cetera, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe hors saison justement? Comment on entraîne les chiens de traîneau, quand il y a pas de neige? Oui, bonne question. Donc en fait, il faut savoir qu'ici en Norvège du Nord, on a des hivers assez longs. On a de la neige l'année dernière, ça a commencé le 1er novembre. On a pu sortir en traîneau le 1er novembre. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars. La meilleure saison, c'est mars, avril, mai. C'est la meilleure période. C'est là où il y a des belles journées ensoleillées et de la super neige. Et l'année dernière, on est même sorti en traîneau le 2 juin, il me semble. D'accord. On a quand même, tu vois, un hiver très long et des super conditions. Et après, juin, juillet, août, de juin et juillet jusqu'à la mi-août, les chiens, ils ont des grandes vacances bien méritées. Ouais, Et de toute façon, il fait trop chaud pour eux pour courir, donc ils se reposent. Ils ont des ils ont 3 chenils, des ils ont parcs. 3 mois de Enfin, vacances scolaires du coup. oui, c'est ça, exactement. Donc ils se reposent, ils jouent entre eux, ils se sociabilisent. C'est là qu'on a les chiots qui naissent pendant l'été aussi. Donc il se passe plein de choses. On fait des balades avec eux, enfin, au bord de la rivière, dans les montagnes. C'est une saison différente. Et après, à partir de la mi-août, on recommence l'entraînement avec des quads ou des karts, donc comme des vélos, mais avec 4 roues, où on peut entraîner les chiens sur des pistes forestières autour de la maison. Donc ça, là, c'est ce qu'on fait en ce moment tous les jours. D'accord, Et donc du chien de traîneau à roulettes quoi. Exactement, du chien de traîneau à roulette. Et donc on augmente la distance progressivement. On commence tout doucement c'est comme un coureur de marathon qui s'entraîne. Il va pas aller courir un marathon de 100 km le premier jour. Donc on commence avec des petites distances et progressivement, doucement, selon l'âge des chiens, la force, la personnalité, plein de choses, leur envie. Il y a un pool de chiens pour qui on va augmenter la distance. Et puis les plus jeunes, on les entraîne juste, il faut que ce soit juste fun pour eux, juste drôle, qu'ils passent un bon moment. Et on a aussi des chiens retraités qu'on fait courir un petit peu, mais juste pour maintenir un minimum d'activité, mais pas en augmentant les distances, juste pour qu'ils bougent un petit peu. C'est comme les humains en fait, faut être sympa avec les enfants pour que ce soit, rigolo et puis un peu plus cool avec les plus âgés. C'est ça, et puis il faut surtout avoir des bons moments pour soi et avec les chiens et tous ensemble. Et c'est quand même un peu comme une classe, il faut avoir l'autorité et passer du bon temps ensemble, et c'est un super mode de vie. Et du coup, tu disais le gros de la saison, c'est, vraiment le rush, c'est à partir de octobre-novembre? Non, octobre, pas encore. Octobre, c'est encore l'entraînement en quad et en kart. Et à partir de novembre, la neige arrive. Mais après, l'année dernière, en décembre, on a eu un mois assez intensif parce que la Scandinavie et la Norvège du Nord a eu un peu un boom avec le tourisme dans les dernières années. Donc on a eu vraiment Mmh. beaucoup de visiteurs. Mais la période la plus propice pour le chien de traîneau et les aurores boréales, je dirais que c'est plutôt mars. Et nous, notre grosse saison, c'est février, mars, avril, c'est la période parce qu'il fait jour de plus en plus longtemps, la neige est meilleure et meilleure, et on peut faire des longues expéditions, on peut partir une semaine dans les montagnes avec les chiens.
Donc notre grosse saison, elle est un peu plus tard que ça, c'est pas en novembre-décembre. On reparlera du climat un petit peu après parce qu'évidemment, tu te doutes que j'ai plein de questions sur, Avec sur plaisir. le climat et la luminosité, au nord de la Oui, Norvège. oui, Est-ce que j'imagine. tu peux nous parler un petit peu de tes expéditions en voilier? En voilier, on a des séjours, qui partent de Tromsø où on propose à des guides de haute montagne de nous rejoindre avec leur groupe et on trouve un voilier qui est adapté à la taille et aux envies et on part pour une semaine avec des gens qui vont se servir du voilier comme d'un refuge, itinérant. D'accord. Voilà, au départ de Tromsø. Après, on fait la même chose au Svalbard au mois de mai et ensuite, pendant le reste de l'été, on fait la même chose au Svalbard toujours, mais sans les skieurs, plus avec des gens qui sont intéressés soit par la photo animalière ou soit pour faire des randos et découvrir, le Svalbard. Le Svalbard, c'est un archipel de la Norvège qui se trouve, alors à l'est du Groenland, à peu près, hein, 1 000 kilomètres au nord du Cap Nord, et quand on est là-bas, on n'est plus qu'à 1 000 kilomètres du pôle Nord. Donc c'est vraiment, très, très au nord et c'est vrai que c'est une partie de la Norvège que beaucoup de gens connaissent pas et d'ailleurs, beaucoup de Norvégiens ne sont pas allés, là-bas. C'est un peu, une expédition à part entière d'aller au Svalbard. Oui, exactement comme tu dis, c'est à mi-chemin entre la Norvège du Nord et le pôle Nord et c'est un endroit complètement fascinant, complètement hors du temps. Moi, j'en suis tombée amoureuse et complètement amoureuse. Je rêve d'aller là-bas, j'y suis jamais Oh, allée. je te souhaite vraiment d'avoir l'occasion d'y aller et surtout pour toi étant déjà en Norvège, c'est pas si compliqué. Au départ d'Oslo, je crois qu'il y a des vols qui mettent un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures peut-être maximum pour y aller et c'est sublime, c'est fantastique, la nature est grandiose. C'est donc un petit village norvégien de 2 500 habitants, Longyearbyen et ensuite il y a un village russe, un village minier russe avec à peu près 500 habitants et puis ensuite il y a différentes bases scientifiques et tout ça c'est relié en bateau l'été ou éventuellement en avion ou en hélicoptère, l'hiver ou le reste du temps ou en motoneige. Mais la Mmh. nature est vraiment, sauvage, extrême, grandiose, magnifique, blanche, bleue avec des montagnes et des glaciers. C'est recouvert, il me semble, à 60 de glaciers. En tout cas, c'est un Ouais, autre monde, quand on est là-bas. C'est vrai que quand je vois les photos, les mêmes comme tu disais, la luminosité, oh, c'est on est ailleurs, quoi. c'est incroyable, ouais, les paysages sont incroyables pour les gens qui aiment la photographie, ou ce genre de choses, wouah, c'est indescriptible, c'est la nature sauvage, vraiment, l'état pur. Ça fait rêver, ça me donne, encore plus envie d'y aller. Est-ce qu'il y a des expéditions qui sont, simplement, pour, aller voir, les baleines, les glaciers, les est-ce que c'est tout ça en même temps ou est-ce qu'il y a des expéditions un peu, plus ciblées? C'est ciblé à chaque fois. Il y a les expés avec des guides de haute montagne qui viennent faire du ski de rando et du voilier, que ce soit en Norvège ou au Svalbard. Il y a des séjours avec des photographes, donc il y a le même concept, un photographe qui va amener son groupe et on les emmène au Svalbard et eux, ils veulent en général voir des animaux, donc ça va être axé sur la faune. Et il y a des séjours avec des particuliers qui veulent faire de la rando ou par exemple une famille de 4, 5 personnes ou 5, 6 personnes qui veulent découvrir le Svalbard et faire des randos et voilà, mais à chaque fois il y a un sujet comme tu dis, un Il y a thème. c'est plutôt ciblé, ouais et justement en Oui. parlant des animaux, quels animaux on peut voir alors tout au nord? Alors ici dans les terres, on a des élans, bien évidemment. On est en ce moment en pleine période de chasse à l'élan, dans les forêts. En dessus de la limite des arbres, de la limite de la forêt, il y a des rennes qui appartiennent tous à des samis. Donc même si les rennes ont l'air sauvages et les rennes pensent qu'ils sont sauvages, en fait, ils sont la propriété, d'une personne. Et D'accord. ensuite, on a quelques prédateurs, donc des renards roux, hem, des ours bruns, mais en relativement peu et ils sont très discrets. Malheureusement, j'aimerais bien les voir, mais on les voit pas. Ils sont pas dangereux. Ils mangent des myrtilles et ils hibernent D'accord. l'hiver. On a des lynx, pareil, en petit nombre. On a des gloutons, un animal assez intéressant et particulier qui ressemble à un petit ours.
Ouais, et qui, eux, par contre, mangent des rennes. Donc ouais, c'est particulier comme animal, ouais. c'est pas très connu. C'est pas très sympa comme animal? Oh, je dirais pas ça, au contraire, pour les gens qui aiment la nature, c'est toujours un animal un peu mythique et qu'on aimerait voir, mais Tu pour en nous, as déjà vu toi? oui, mais de très loin, comme nous, on se déplace souvent en chien de traîneau, malheureusement, non, j'en ai pas vu de près, parce qu'on se déplace avec une meute de chiens, donc ça nous rend Ouais, pas c'est pas très discret. non, c'est pas très discret pour approcher la faune sauvage. Mais oui, donc les rennes, les ours, les lynx, les gloutons, les élans et les renards. Ça, c'est pour la Norvège, et au Svalbard, il y a bien sûr des ours polaires, des renards blancs, et il y a pas beaucoup d'animaux au Svalbard. Il y a le ptarmigan, je crois que c'est l'agopède en français, qui est un oiseau de montagne qui est blanc l'hiver. Quand tu fais tes expéditions, du coup, il y a possibilité, de voir, des orques? Oui, alors on a des expés qui sont, où on emmène des gens faire du snorkeling. Tu sais, c'est pas vraiment de la plongée parce qu'ils descendent pas, sous l'eau, mais ils restent en surface. La nage, Avec juste le tuba, hein? voilà, masque et tuba avec les orques, en Norvège du Nord. Donc ça, c'est au mois de novembre. Où est-ce qu'on peut les voir les orques, sur la côte norvégienne? Autour de Tromsø, on en voit? Alors c'est une bonne question à laquelle je ne saurais te répondre à l'instant présent parce qu'en fait ça change d'année en année. Ça dépend de la migration du hareng. Les orques, ils sont là pour, manger du hareng. Et en fait, les bancs de harengs se déplacent et en général, un même groupe de harengs va avoir une durée de vie d'environ 7-8 ans et va avoir des routes de migration données et aller à peu près dans les mêmes fjords. Et donc, les orques et les baleines à bosse suivent ces harengs-là. Et là, on arrive apparemment, selon les scientifiques, vers la fin pour un grand groupe de harengs, vers la fin de cette durée de vie. Donc, D'accord. il y a toujours une question, une interrogation sur où est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils vont se déplacer 50 ou 100 kilomètres à l'est ou à l'ouest. Mais a priori, c'est dans la région de Chervoy, qui est légèrement au nord de Tromsø. D'accord, oui, je suis Et déjà là, allée sur cette île. ouais, donc c'est là que c'était les dernières années et on compte ce que ce soit encore là cette année, a priori. C'est un petit peu controversé ces expéditions pour aller voir les orques et les baleines ces dernières années parce que ça pourrait les gêner, les perturber. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, en effet, il y a toutes sortes de pratiques qu'il faut mieux éviter d'avoir pour pas déranger les animaux et puis pour pas se mettre en danger soi-même non plus. Après, comme partout, il y a des bons et des mauvais élèves parmi les gens qui proposent ce genre de sortie. Je pense que bon, c'est possible déjà de se renseigner à l'avance, de voir un peu quelles sont les, les règles que chaque compagnie dit qu'ils suivent. Et puis il y a des manières d'approcher les animaux qui sont douces, il y a des manières qu'il faut éviter absolument. Il y a des instructeurs de plongée qui sont expérimentés et avec qui c'est safe d'aller, et peut-être d'autres personnes qui le sont moins. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses comme ça à prendre en considération. Après, à partir du moment où il y a plus de 2 ou 3 bateaux sur un groupe d'orques, c'est pas correct, quoi. Enfin, dans l'idéal, il faut être tout seul et chercher des coins un peu reculés et, heu, C'est ça, et pour voilà. essayer de limiter un petit peu la gêne quand même, La quoi. pression, ouais, ouais. Mais je pense qu'il semblerait que la Norvège est, à la fois du côté des pêcheurs et du gouvernement, des pêcheries, et à la fois du côté du tourisme, ce soit en route pour réglementer, les pratiques, de manière positive pour les animaux, parce que c'est dans l'intérêt de tous en fin de compte. Est-ce que tu fais de la plongée, toi? Est-ce que tu as déjà, plongé avec les baleines ou avec les orques, par exemple? Alors je fais de la plongée, oui, c'est une une grande passion pour moi. Je suis plongeuse professionnelle, en milieu hyperbare, donc en fait, j'ai D'accord. du côté, du côté des travaux sous-marins, on va dire, pas du côté loisir. Mais plonger avec les orques, en fait, j'emmène des gens le faire, et donc je suis skipper et je suis en charge du bateau et de la sécurité des gens, dans l'eau. Du coup, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, même si je rêve de le faire. C'est vrai, Et du coup, tu as jamais pris le temps de le faire pour toi, en fait? bah, non, j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce qu'à chaque fois, je me retrouve à emmener des gens le faire. Mais il se Et pourrait ouais, que cette il se pourrait que cette année, ce soit mon année enfin et que je puisse le faire.
et Ah que bah, c'est bien ça, donc c'est un des effets du corona, c'est qu'en fin de c'est compte, ça. on peut enfin avoir les loisirs qu'on offre aux autres le reste du temps. Un des seuls points positifs, de ce virus, c'est que tu vas peut-être avoir l'occasion de le faire. J'en rêve. Par rapport à la plongée, c'est vrai que comme on se dit la Norvège, c'est un pays froid, les eaux sont froides et profondes, donc on pense pas forcément que ce soit un pays qui soit propice, à la plongée, mais ça l'est en fait. Oui, ça l'est et on a la chance aussi d'avoir des instructeurs de plongée qui sont super. On a deux personnes, vraiment, à qui je fais confiance les yeux fermés. D'une part, on a Sébastien Royer qui est, un super plongeur et spécialiste des terres polaires et enfin, il est instructeur de plongée et il travaille pour un tour opérateur français à Lyon et on a Morgane Bourkis qui est triple champion du monde d'apnée. Donc dans les 2 cas, je pense que pour les 2 séjours qu'on organise en plongée, c'est pas comme si on organisait des séjours à l'appel, on en organise vraiment à l'unité et en informant vraiment les gens, au préalable sur, ce qu'ils font et où ils vont. Et dans les 2 cas, je pense qu'ils sont entre de très bonnes mains. D'accord, et est-ce qu'on peut plonger, partout le long des côtes norvégiennes ou est-ce que c'est plus propice à certains endroits? Alors là, je t'avoue que je je sais pas. Toi, tu Heu, connais que le nord, autour de là où tu es du coup? j'ai jamais été au sud de Tromsø de ma vie, C'est vrai? donc en fait, je sais pas à quoi ressemble la Norvège entre Tromsø et Oslo, en gros. D'accord. Je connais l'aéroport d'Oslo et Tromsø et le Svalbard. D'accord, alors il te reste, un bon territoire à explorer là. C'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que justement, pour revenir, aux distances, c'est vrai que alors on habite, toutes les 2 en Norvège, donc toi tu es à Tromsø, moi je suis à Tønsberg, mais on est à plus de 2 000 kilomètres l'une de l'autre en fait. Oui. D'ailleurs, si je peux me permettre de te reprendre, souvent les gens, imaginent qu'on est à Tromsø parce que c'est la grande ville connue dans le nord, mais en fait, on n'est pas à Tromsø, on est à Bardufoss, qui est, dans les terres C'est à et combien de temps de Tromsø? c'est à 2 heures de Tromsø. C'est pas Tromsø même et c'est plus, alors que Tromsø est tourné vers la mer, nous, on est tourné vers l'intérieur des terres. On a des grands parcs, nationaux qui sont à la frontière avec la Suède. C'est principalement le parc national de Dividalen Est et en fait, c'est une des plus grandes zones de nature sauvage qui reste, en Europe et c'est une des plus grandes zones de nature sauvage et intouchée en quelque sorte avec très peu de routes et d'accès qui restent de nos jours en Europe. Vous, c'est plutôt, vraiment le la forêt du coup? Ici, oui, c'est de la forêt et les montagnes. On a juste derrière la maison, là, j'ai des sommets qui montent à 1 500 avec des glaciers, permanents juste derrière chez moi. Alors pour revenir un petit peu, sur le climat, c'est sûr comme on disait, on est à plus de 2 000 kilomètres l'une de l'autre, donc évidemment le climat n'est pas du tout le même, au sud de la Norvège et au nord de la Norvège. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien la géographie, du pays, je vous invite d'ailleurs à aller voir, la vidéo que j'ai faite. J'ai fait un petit reportage sur la géographie de la Norvège. C'est vrai que c'est un pays qui est tout en longueur et qui a des côtes qui s'étendent sur plus de 2 500 kilomètres. Donc évidemment qu'au nord et au sud, c'est pas du tout le même climat et la même, luminosité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du climat, au nord? Comment sont les étés? Comment sont les hivers? Pour nous, une belle journée d'été, il va faire environ 20 degrés. Après, en juillet, août, il y a beaucoup de moustiques Ouais. et en Norvège du Nord, on a une grosse différence de climat entre, la partie maritime et dans l'intérieur des terres. La partie maritime est, sujette au Gulf Stream, donc il y a toujours cette humidité, et il fait peut-être un peu plus chaud près de la mer. Nous, Mmh. dans les terres, on n'a pas le Gulf Stream. Il fait un climat en général plus sec, moins nuageux, plus froid. On a plus de neige que sur la côte, ce Mais qui vous est avez des beaux étés quand même. Tu disais 20 degrés, donc c'est vrai que c'est pareil, si c'est des points sur lesquels on ne s'est pas forcément renseigné, on pense, Norvège du Nord, il fait froid tout le temps, il fait froid toute l'année, mais non, il y a des beaux étés et on peut avoir jusqu'à 20 degrés. Quand le soleil diminue, ça descend très vite. En ce moment, là, on est en train d'aller en direction de la nuit polaire et heu et oui, on perd peut-être, je sais pas, 5 minutes de luminosité par jour. Ces nuits polaires justement, c'est ces périodes pendant lesquelles le soleil ne se lève plus du tout. Ça dure combien de temps cette période?
Alors, beaucoup de gens s'imaginent qu'il fait nuit noire, mais en fait, pas du tout. Il fait nuit noire au Svalbard. Pour y avoir passé un hiver, je confirme. Mais pas ici, pas chez nous. C'est entre novembre et quoi? Février? Quelque chose comme ça. D'accord, où là, c'est vraiment des périodes Oui, c'est sombres. plus sombre. Le jour le plus court, ça doit être 19 ou 20 décembre, dans ces eaux-là. Et il fait encore jour entre 10 heures et 14 heures, il fait jour. Après, il fait Ouais. pas jour avec le soleil haut dans le ciel, il fait jour comme un jour un peu gris ou nuageux. C'était une lumière bleutée assez douce. Et comme il y a beaucoup de neige, en fait, c'est super lumineux et c'est super beau. L'ambiance dans la forêt et l'ambiance dehors est magnifique. On apprécie aussi d'avoir un travail en extérieur et d'être dehors et de pas louper ces heures-là. Les heures où il y a de la luminosité, il faut les passer dehors et on les passe dehors pour en profiter au maximum. Et en termes de température, du coup, il fait combien l'hiver à peu près? Alors l'hiver, on a 3 mois qui sont un peu plus, qui sont les mois les plus froids. Donc c'est décembre, janvier, février, pendant lesquels les températures moyennes sont entre -10 et -15. Donc en fait, tu vois, il fait pas si froid, relativement. Ouais. Mais après, pendant quelques jours, ça peut descendre bien plus bas. Je sais pas, ça peut être environ 5 jours, 5 jours dans l'année où ça peut descendre à -30, voire D'accord. même -40. Mais en fait, il y a des très grosses inversions de température, ce qui fait que l'air froid est bloqué en bas dans les fonds de vallée. Et en gagnant même juste 20 mètres d'altitude, on a des différences de 10 degrés. Ah Donc, bon? c'est très impressionnant. Nous, là où on vit, ça descend rarement en dessous de -30. On vit à 80 mètres d'altitude, alors D'accord. qu'on a nos voisins qui vivent en bas près de la rivière, je sais pas, peut-être qu'ils vivent à 30 mètres d'altitude. Je sais pas exactement, mais chez eux, ils peuvent avoir -40, alors que chez nous, ça arrive jamais. Et par contre, nous, quand on monte dans la montagne avec les chiens, donc c'est notre itinéraire tous les jours, en montagne, c'est rarement inférieur à -10. Il fait toujours plus chaud, puisque donc l'air D'accord. froid stagne en bas et l'air plus chaud est plus en altitude. Donc ça, c'est des petites particularités locales dues à la stabilité de l'air. Oui, parce on aurait tendance à penser l'inverse, plus on monte en altitude, plus il fait froid. Ouais, ben en fin de compte, non. Donc, au Après, nord de la Norvège, si on veut avoir des températures un peu plus douces, il faut prendre un peu d'altitude. c'est ça. Après, tu le sais sûrement, il y a ce petit dicton en Norvège. En Norvège, il n'y a pas de mauvais temps, juste des habits pas adaptés. Donc, Ouais. en fin de compte, c'est assez pertinent parce que nous, on s'habille avec des sous-couches en laine. Enfin, c'est mes habits de tous les jours, hein. Les blue jeans et les petites vestes chic, on oublie. Ouais, justement, par rapport aux vêtements et à comment bien se protéger, du coup, vous avez 36 couches de vêtements sur vous et ça se passe comment quand il fait -30? Alors, nous, on utilise de la laine, principalement de la laine, des collants, des soupules, tout ce qu'on peut. Moi, typiquement, si je pars du bas jusqu'en haut, au pied, j'ai 2 paires de chaussettes en laine. Donc une paire de grosses chaussettes en laine normale et après par-dessus une deuxième paire de grosses chaussettes en laine tricotées, tu sais, avec des mailles un peu lâches. Ouais. Et souvent je mets des bottes comme on est dehors tout le temps avec les chiens, donc j'ai des bottes et 1 à 2 pointures trop grandes, Ouais. parce que si tu as les pieds serrés et ben ça te tient froid parce que le sang circule pas dans les pieds. Après pour les jambes, en général, j'ai 2 paires de collants en laine l'un sur l'autre et un pantalon de ski un peu large par-dessus. Et en dessus, j'ai en général un t-shirt en laine, manches longues, un sous-pull en laine avec une capuche, un gros pull en laine, tu sais, maille, genre tricoté grand-mère par-dessus. Ouais. Et après, soit un coupe-vent, parce qu'avec le traîneau, on a besoin de ça, soit une grosse doudoune si vraiment il fait très froid. Un buff qui protège aussi le cou et le nez, et un bonnet qui protège bien les oreilles. Et après, pour les mains, ça dépend un peu de ce qu'on fait, mais souvent j'ai 2 paires de gants. Une paire où j'ai tous les doigts individuels et assez fines, comme ça j'ai de la dextérité. Et Mhm. par-dessus, une grosse paire de moufles en duvet pour avoir chaud. D'accord. Donc, tu as tout le détail de l'habillement par -20 à Non, mais -30. c'est vrai que c'est intéressant. C'est des questions que je reçois souvent et qui sont pertinentes parce que moi-même, la première fois que je suis venue en Norvège l'hiver, j'ai fait la grosse bêtise de venir en jean, comme tout Ouais. Parisien qui se respecte. Et juste les matières en jean, c'est juste le truc à éviter.
même quand il fait froid tout court, en fait, pas forcément des températures -10, -20, mais en fait, ça gèle, ça durcit, c'est juste pas Désagréable. possible. Ouais. C'est juste désagréable et c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a surprise en Norvège, c'est que moi, j'ai la peau très réactive et je peux pas porter de laine, en fait. Même si je mets un sous-pull en coton, par exemple, si je mets un pull en laine, comme tu dis, là, les gros pulls tricotés et tout, genre, ça me gratte, mais à travers le sous-pull, en fait. Ah ouais. Et du coup, au début, quand on m'a dit oui, alors il faut que tu mettes des sous-vêtements, enfin des genre un legging, un collant et puis un t-shirt ou un sous-pull en laine pour mettre en dessous des autres couches, je me suis dit mais non, c'est pas possible, je peux pas mettre de la laine sur moi. Et en fait, j'ai été surprise parce qu'en Norvège, il existe de la laine tricotée, mais en fait, ça ressemble à du coton. Oui, après, il y a des marques, même en France, hein, tu sais, Icebreaker ou ce genre de marque qui. Effectivement, ça a cette texture-là qui est super douce et agréable. Et enfin, nous, on n'utilise que ça, hein. Tu verrais des chaussettes en coton dans mon placard, ben, j'en ai pas. Des jeans, j'en ai peut-être 2 et je les porte juste en juillet-août. Enfin, Et encore. ouais. C'est fini les habits de ville. Et ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que du coup, ces matières-là, c'est pareil, j'en ai acheté plein. Et puis, je me suis équipée complètement différemment. Parce que c'est vrai qu'en arrivant de Paris, bon, je suis arrivée ici, j'avais mes petites vestes en cuir, mes petites jeans, mes petites chaussures et tout. Et en fait, ça marche pas ici. Non, non, c'est vrai que ça marche pas, ouais. Un autre petit détail aussi, tu en as parlé, c'est par rapport aux mains. C'est vrai qu'en Norvège, les gens utilisent beaucoup de moufles en fait à la place des gants, parce qu'ils disent que le fait d'avoir les doigts ensemble en fait dans la moufle, ça dégage de la chaleur et il fait plus chaud dans les moufles en C'est tout fait. à fait vrai, oui, oui, c'est tout à fait vrai. C'est bien d'avoir enfin, pour moi qui travaille en extérieur, qui suis avec les chiens et dans la montagne tous les jours, j'ai toujours ces 2 paires, une paire avec de la dextérité où je peux toucher, enfin avoir le pouce et l'index pour travailler avec les chiens. Et ensuite, par-dessus, une grosse paire que j'attache autour du cou, tu sais, comme les enfants avec une cordelette. Donc elle est Ouais. dans mon dos quand je m'en sers pas et dès que je suis partie sur le traîneau et que j'ai plus besoin d'avoir tous mes doigts individuellement, je mets la grosse moufle en matière comme une doudoune, tu sais, en duvet Ouais, par-dessus ouais. et c'est super. Après il y a plusieurs matières possibles mais ça pour moi c'est l'idéal. Ouais, c'est vrai que moi qui suis plus, même si je suis à la campagne, mais bon, qui suis plus en ville, entre guillemets, j'ai un petit peu de mal avec les moufles parce que c'est vrai que j'arrive pas, comme j'ai pas l'habitude, c'est vrai qu'on se sent un peu pâteau, quoi. Avec les moufles, on n'arrive pas à trop attraper et tout. Donc c'est vrai que c'est toujours rigolo l'hiver. Je trouve que dans la rue, même à Oslo ou à Tønsberg, ça donne toujours lieu un peu à des scènes rigolotes où on voit les gens qui tiennent des trucs là avec les moufles, ils tiennent ne serait-ce que leur tasse de café dans la rue et tout, tu as toujours l'impression qu'ils vont tout faire tomber. Enfin, je sais pas, ça me fait toujours rire. Moi. Et puis il y a des moufles tricotées maison par les grands-mères qui sont ou même pas que les grands-mères parce qu'en Norvège, le tricot est un sport national. Mais il y a C'est vrai. des moufles tricotées en laine qui sont tellement jolies avec des jolis motifs. C'est trop mignon dans les rues. Les gens, ils ont des super jolies choses. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que tu vois, moi, j'en ai reçu en cadeau des moufles comme ça, et en fait, je peux pas les mettre. Ça me gratte, mais ça me pique. Et même si je mets des sous-gants, genre un peu, tu sais, en tissu, enfin, en coton, ou, ça me gratte, mais à travers, c'est fou. Ouais. Ouais, après il y a des mix, hein. Je sais que moi un de mes pulls préférés, c'est un mélange mérino, soie et possum. En termes d'enneigement, est-ce que vous avez déjà de la neige là? Si oui, depuis quand? Oui, alors c'est drôle que tu me poses la question. La première neige est arrivée hier, donc D'accord, on est content. Les paysages revêtent un beau manteau blanc entre le gel et la toute petite couche de neige. Il n'y a pas grand-chose, il y a peut-être 2 centimètres, mais ça tient parce qu'à l'heure d'accord, actuelle, le soleil est très bas sur l'horizon. Donc là, si je regarde dehors, maintenant, il est midi. J'ai pas de soleil en fait. Je vois du soleil sur les montagnes avoisinantes, mais nous, qui sommes au pied des montagnes, chez nous, on n'a plus le soleil. Donc la neige tient et on espère que ça va tomber. Là, normalement, au courant novembre, dans la première quinzaine de novembre, on devrait pouvoir commencer à sortir en traîneau. Et si tout va bien, on va pouvoir continuer à sortir en traîneau jusqu'à courant mai. L'année dernière, le 1er juin, on a encore été faire un tour en traîneau dans les montagnes. Après, l'enneigement varie vraiment d'une année sur l'autre. L'année dernière, c'était des records de neige. On avait au sommet des montagnes avoisinantes
dans notre région en Norvège du Nord, dans l'intérieur, Lindre Troms, comme on l'appelle, donc c'est l'intérieur de Tromsø. Il y avait sur les sommets, dans les stations météorologiques, il y avait des endroits où ils comptaient entre 6 et 8 mètres de neige, mais c'était un record. Ah ouais, quand même. C'était un record. Nous, chez nous, on avait à peu près 2 mètres. Il n'y a pas eu d'hiver où vous n'avez pas eu de neige? Non, des fois, ça arrive un peu plus tard. Ou alors, des fois, il peut y avoir des épisodes, si en décembre ou en janvier, il y a un épisode de pluie, ça peut être un peu catastrophique pour nos itinéraires, parce que tout gèle. Et après, il faut attendre que ça reneige par-dessus pour pouvoir avoir des bonnes pistes dans la forêt et dans les montagnes. Mais pas de neige en général, non, ça n'arrive pas. Surtout nous, à l'intérieur des terres. Près de la mer, ils ont le Gulf Stream. Donc il y a toujours une différence de température assez remarquable entre Tromsø, la côte, les Lofoten et nous, l'intérieur. On a au moins 10 degrés, 10 à 15 degrés d'écart de température. Ouais, c'est vrai qu'une petite anecdote que je raconte souvent dans les bus l'été quand je fais les tours, c'est que quand je suis allée à Tromsø pour la première fois avec mon copain, c'était au mois, je ne sais plus si c'était fin mai ou début avril, c'était pour voir des aurores boréales, donc on était vers la fin de la période des aurores boréales, mais on en a vu quand même. Et on s'est vraiment fait un petit trip nord Laponie, c'est-à-dire qu'on s'est fait chien de traîneau, motoneige, aurore boréale et tout, c'était hyper chouette. Et on habitait à Paris à l'époque et on n'avait pas encore le projet de venir vivre en Norvège, donc on ne s'était pas encore trop renseigné sur les détails du climat et tout, et on est venu mais équipé, mais alors attention, on avait mais les combis de ski, les moon boots, on était équipés mais comme pour aller au pôle Nord. Et en fait, quand on est arrivé à Tromsø, il y avait genre pas de neige, enfin il y avait genre quatre flocons par terre, les gens ils étaient en Converse, en jean, une petite veste, genre un petit kawaii, tu vois, et on est arrivé et on s'est regardé, on s'est dit merde. Surtout Tromsø, c'est une ville universitaire et une ville où les gens sortent beaucoup. Il y a énormément d'endroits pour sortir le soir. Et les Norvégiens, tu as sans doute remarqué, mais alors pour sortir, attention, ils s'habillent. Du coup, quand tu croises des gens dans les rues de Tromsø, les locaux, ils sont habillés hyper chic. Ils sont pas du tout en habit de neige. Et alors les étrangers... Non, on a vu des petites minettes en jupette, en collant et tout. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais la honte. Alors, tu vois, les Français et les touristes, on les repère avec leur doudoune, leurs gants, leurs habits de ski, et les locaux, ils sont grave, là, on avait l'affiche, mais laisse tomber, quoi. On avait la honte absolue. Donc, évidemment, le lendemain, on a tracé au premier magasin, on s'est acheté des baskets. Genre, on s'est racheté des vêtements normaux, en fait. Bon, ceci dit, quand on est parti faire les trips en motoneige et en chien de traîneau, c'est des services qui sont venus nous chercher en ville et puis qui nous ont amenés sur les lieux. Et là, il faisait moins 15, il y avait 2 mètres de neige. Et donc là, du coup, on a pu sortir nos équipements. Mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a vraiment une très grosse différence entre Tromsø, si tu restes dans le centre-ville, et puis si tu fais quelques kilomètres, tu roules un peu, tu vois les paysages, le climat qui change très, très vite. Oui, très vite, on a un climat beaucoup plus froid. On n'a plus l'influence maritime et l'influence du Gulf Stream à l'intérieur des terres. Donc, on a vraiment des hivers plus froids et enneigés. Après, je voulais juste aussi, à mon tour, de dire une petite anecdote rigolote. Ici, à l'école primaire, quand il fait entre 0 et moins 20, les enfants n'ont pas le droit d'être à l'intérieur pendant les pauses. Parce que... D'accord. Comme je disais précédemment, le mauvais temps n'existe pas, seulement on les habille pas adaptés. Quand il fait en dessous de moins 20, donc s'il fait moins 19, à chaque pause, les enfants doivent sortir. S'il fait moins 20, moins 21, là, ils ont enfin le droit de passer les pauses à l'intérieur. Donc ça en dit long sur la mentalité et puis l'équipement aussi du pays dès tout petit, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tous ceux qui ont des enfants autour de moi, à chaque fois quand ils me parlent de ce qu'il faut emmener quand tu emmènes les enfants à l'école, c'est un périple en soi parce qu'il faut emmener la tenue de pluie, la tenue de neige, une tenue de rechange, une tenue pour la forêt. Oui, puis les skis. Nous, ils font des skis de fond aussi avec eux à l'école. Ouais, mais même nous ici à Tønsberg, ils font du ski. Dès que c'est possible, dès qu'il y a de la neige, le mercredi, c'est ski de fond dans la forêt. Ouais, super. Pareil ici, ouais.
Ouais, et est-ce que c'est pas trop dur justement ces périodes? Parce que c'est vrai que pour les gens qui habitent plus en ville et tout, je sais qu'en Norvège, il y a un petit peu ce côté où l'hiver, en fin d'après-midi ou le soir, on essaye par exemple, d'aller un peu plus dans les salles de sport, dans les centres commerciaux, etc., pour avoir aussi un petit peu ce bain de lumière et puis pour prendre un petit peu de luminosité. Alors quand on habite au milieu de la forêt comme ça, est-ce que c'est pas un petit peu dur cette période d'hiver? Alors moi, j'ai ni salle de sport, ni centres commerciaux, C'est pour ça que je te pose la de question. grande ampleur à proximité. Par contre, au contraire, en fait, décembre, qui est le mois le plus sombre, est un mois hyper sympa parce qu'on a des activités tout le temps. Donc, il y a les fêtes de Noël de tout le temps. Tous les week-ends, il y a un truc. On a des soirées en semaine où on a le ski pour les enfants. Donc, en fait, les parents se retrouvent après l'école et organisent de manière bénévole une petite piste de ski et tous les enfants de l'école viennent et font leur ski et ils ont droit à des jus chauds, à des pâtisseries, enfin des boller, tu sais, des pâtisseries norvégiennes. Un week-end, on a la fête de Noël de l'école, un week-end, on a la fête de Noël des voisins, un week-end, on a la fête de Noël des grands-parents. Donc, c'est fête sur fête sur fête tous les week-ends. Donc, c'est un moment Ouais. où on sort les maisons, tous les intérieurs sont super jolis. On met des décos de partout. On n'a jamais fini d'améliorer les décos. Du coup, en fait, c'est un mois hyper cosy, hyper sympa. On rencontre plein de gens. Je pense que c'est le mois le plus social de l'année, Donc, t'as décembre. pas l'air d'avoir le blues de Noël, toi, hein? Ah non, non, pas du tout. Je pense que Noël en Norvège est beaucoup plus fêté et beaucoup plus sympa enfin, plus sympa, non, c'est très sympa en France aussi, mais vraiment en Norvège du Nord, ici dans les zones rurales, c'est un truc important et on décore tout, mais vraiment avec soin et on se rencontre, on mange des gâteaux ensemble, on mange des gaufres, on va faire du ski, enfin c'est super sympa. Des petits trucs, qu'on fait, par exemple, on a une lampe UV et le matin, au petit-déj, on allume la lampe UV, qui est à proximité de notre table et tout le monde, pendant qu'on a le petit-déj, prend des UV et on mange aussi soit sous forme d'huile ou soit sous forme de gélules, de l'huile de foie de morue. Tu sais, qui est un D'accord. complément alimentaire, riche en oméga Ouais. 3 et en fait, en Norvège du Nord, au moins, je sais pas comment c'est à Oslo ou dans le sud ou à Tønsberg, mais ici, tout le monde fait ça. Toutes les familles font ça. Ils ont leur bouteille d'huile de foie C'est de vrai? morue, accompagnée d'une bouteille de concentré d'orange que tu bois juste derrière pour faire passer le goût. D'accord. Et donc, en fait, dans tous les frigos de 100% de mes voisins, je te garantis que tu trouves ça. C'est vrai, moi j'ai goûté pour la première fois, il y a pas très longtemps, l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, et j'ai goûté la version au citron, donc du coup ça va, c'était soft. Oui, oui, c'est ça, on utilise la version au citron et moi, je fais depuis la première année quasiment où j'ai mis les pieds en Norvège et je vois vraiment une différence en fait, C'est sur, vrai? le mo oui, sur plein de choses. Sur le moral, bien sûr, parce que ça j'ai vu la différence pendant les périodes où je le prenais et où je le prenais pas et j'ai remarqué la différence aussi, tu vas rigoler, sur mes cheveux. Mes cheveux sont plus C'est vrai? jolis quand je mange ça. Ah, c'est un bon conseil, beauté alors. Peut-être, oui. Par rapport aux températures un peu extrêmes qu'il peut y avoir l'hiver et à l'enneigement, est-ce qu'il y a des conditions qui font que vous ne pouvez pas sortir avec les chiens ou est-ce que vous sortez tout le temps, quelles que soient les conditions? J'ai envie de te dire qu'on sort tout le temps. Après ce qu'on adapte, c'est, les itinéraires parce que s'il fait plus froid ou s'il y a trop de neige, on fait des itinéraires plus courts en distance, mais qui en durée vont nous prendre le même temps parce qu'on s'adapte pour ça. Donc on a eu cette situation l'année dernière avec énormément de neige, mais en fin de compte, comme on prépare pas nos itinéraires avec des motoneiges à l'avance, on fait le chasse-neige nous-mêmes avec les chiens. Ça demande plus de travail pour nous et pour les chiens. Donc le premier traîneau va partir avec, par exemple, entre 10 et 12 chiens, avec une plus grosse équipe, et va faire la trace pour ceux qui sont derrière. S'il y a vraiment D'accord. beaucoup de neige et que les chiens nagent, on fait juste une boucle plus petite, à vitesse un petit peu plus réduite, et puis en fin de compte, on est quand même sorti. C'est important parce que les chiens, ils ont besoin de te dépenser, et puis nous aussi, on aime bien être dehors, donc on sort, en fait, on sort tout le temps. D'accord, c'est vrai que ça doit être, impressionnant de se retrouver, comme tu disais, sur des chemins qui sont pas, où les pistes sont pas faites et où tu dois te sentir vraiment, dans un coin sauvage et parce que moi, quand j'avais fait mon tour en chien de traîneau, évidemment, on avait suivi des pistes, des traces qui étaient déjà faites, donc il y avait un peu moins ce côté,
tu vois, sauvage, mais c'est vrai que ça doit être impressionnant quand il y a des grosses chutes de neige de se retrouver comme ça au milieu de la forêt ou des grands espaces sans traces, sans rien en fait. Oui, après, il y a même si la sensation qu'on a, c'est qu'on est au milieu de nulle part et qu'on crée la trace nous-mêmes, on passe quand même pratiquement tout le temps. Enfin, on a des itinéraires fixés qui sont toujours les mêmes. Parce que c'est juste, enfin, on départ de chez nous, on n'a pas une possibilité infinie d'itinéraire. Donc, même s'il a reneigé par-dessus, il y a une sous-couche sur laquelle les chiens, eux, ils vont marcher, ils vont la trouver même s'ils marchent dans 20, 30 ou 40 cm de neige fraîche. La sous-couche de là où ils sont passés la veille, etc., et toute la semaine précédente, eux, ils la trouvent sous leurs pattes et ils la sentent. Donc, en fait, on passe au même endroit. Et si on est hors de la trace de 1 mètre à droite ou 1 mètre à gauche, on le sent sur le traîneau parce qu'on n'a pas la même sensation quand on freine et quand on manœuvre le traîneau. Et eux c'est des animaux avec un instinct et des sens très développés. Et les chiens de tête, ils le retrouvent au mètre près l'itinéraire. C'est impressionnant. Des endroits complètement... on se rappelle plus s'il faut passer à gauche ou à droite de tel arbre, mais alors eux, ils ont aucun doute, c'est à gauche. Et ils s'en rappellent très bien d'une année sur l'autre. Enfin, c'est génial. C'est génial d'être avec les animaux. C'est intéressant, c'est impressionnant les sens qu'ils ont. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes positions des chiens au sein de l'attelage ? Par exemple, quels sont les chiens qui sont devant et les chiens qui sont derrière ? Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce qu'ils peuvent s'échanger ou est-ce que c'est vraiment des gabarits typiques qui sont devant et d'autres derrière ? Oui, alors je dirais que chaque musher a un peu une manière différente de travailler et il n'y a pas une manière qui est la manière. C'est juste un peu, ça dépend de chaque personne. Mais pour nous, on le voit très jeune hein, quand les chiens ils ont l'aptitude et puis l'envie d'être devant en tête. Donc là, on a des jeunes, les plus jeunes chiots qu'on a commencé à entraîner en tête, ils ont 5 mois, 5-6 mois et elles se débrouillent comme des championnes, elles sont super. Et après, on les met dans la position qui est juste derrière en tête, donc c'est en pointe. Et ils apprennent de ceux qui sont devant. Et souvent, à l'avant, on a un chien plus âgé, expérimenté, qui connaît très bien son boulot. Et à côté, un chien jeune qui connaît pas trop, mais qui est là pour apprendre avec celui qui est plus expérimenté. D'accord. Et juste derrière, en pointe, on met souvent 2 autres jeunes. Comme ça, ils suivent aussi la guidance, enfin les conseils de celui qui est devant et qui sait. Et celui qui est devant, c'est un animal à qui on fait très confiance. Et après, au milieu de l'équipe, on essaie de faire des paires qui s'entendent. On essaye de varier aussi, même s'ils s'entendent pas, on essaie de les habituer à devenir amis. C'est important pour nous que tout le monde s'entende bien. Ouais. Et enfin, les chiens qui sont tout à l'arrière près du traîneau, ils ont aussi une place importante. En anglais, on appelle ça les wheel dogs. Et eux, ils vont recevoir tous les à-coups un peu plus dans leur corps. C'est des chiens à qui on demande d'être un peu des tracteurs, mais on leur demande pas de réfléchir, mais on leur demande de tirer et d'être présent et de travailler dur. Mais alors, pour eux, c'est pas très important de réfléchir gauche, droite, à gauche de tel arbre, à droite de tel arbre, à tel endroit. Enfin, mais on alterne, on essaye d'avoir autant de chiens que possible qui soient capables d'aller en tête. Dans notre pack, on essaie d'avoir une hiérarchie la plus plate possible. On n'est pas trop pour avoir un mâle alpha. Donc on essaye que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Après, bien sûr, ceux qui sont en tête, ils vont avoir plus de contact avec nous et de là, ils vont avoir plus de responsabilités. Et donc, ça va être un peu les chefs, mais on essaie qu'ils prennent pas la grosse tête et que ce soit le plus hiérarchie plate, tout le monde est traité pareil. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'en tête, on a les petites femelles légères, ça marche bien. Parce que comme elles sont légères, elles avancent, elles mettent de l'entrain ou de l'énergie dans l'équipe. Donc, elles tirent tout le monde vers l'avant. Et puis elles sont elles connectent très bien avec les êtres humains, elles ont envie de bien faire. Déjà les huskies en général, c'est une race, ils ont envie de faire plaisir à leur maître et ils ont envie de bien faire. Donc si tu les grondes juste un tout petit peu, ils vont être là en train de te dire oh désolé, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, exactement. Donc souvent on a les petites femelles en tête, ça marche très bien. Les plus légères, et dans tous les cas, elles seraient pas bien à leur place près du traîneau en wheel dog pour travailler.
Et voilà, donc c'est vraiment à l'inverse d'un sport. C'est pas du tout un sport, macho où on va mettre les gros mâles devant. C'est Oui, c'est plutôt. ça, du coup, ça marche bien de mettre la femelle chef devant, c'est bien, c'est plutôt une bonne chose, ça. C'est ça. Il y a beaucoup de lacs gelés autour de chez vous sur lesquels vous passez? Il y en a, oui, dans la montagne, on passe sur des lacs gelés, mais surtout quand on part faire nos séjours d'une semaine, quand on part en itinérance. Là, on a un très grand lac qui fait 100 kilomètres de long. Ah Et ouais? donc, on l'utilise pour s'éloigner de la civilisation, parce qu'il y a un accès par la route à un côté, sur une des extrémités du lac. Et ensuite, on suit ce long lac, et puis on va dans la montagne d'un côté, on va dans des chalets, on retourne sur le lac, on va jusqu'à l'extrémité du lac. Et ensuite, il y a tout un réseau qui est à proximité de la Suède, avec des lacs, des montagnes, des chalets, des refuges. Donc, on utilise beaucoup les lacs, ouais. Et c'est pas effrayant de passer sur ces lacs, Oh non. gelés? On n'a jamais peur de tomber? Vous êtes sûr qu'il y a assez de glace? Ah vraiment, c'est pas du tout effrayant parce qu'on passe On passe fin janvier, début février au plus tôt, et il y a plus d'1 mètre de glace de partout, quoi. Donc D'accord. on est vraiment, et après il y a des endroits, s'il y a un barrage ou quelque chose, il y a des endroits où il faut mieux pas passer, mais c'est des endroits qui sont connus, où il y a on trouve des cartes qui disent: «Bon voilà, tel endroit, n'y va pas», et puis c'est une connaissance du terrain, une connaissance locale que Espen ou que mon conjoint il a, donc Concernant les races de chiens, vous avez des races différentes, vous, ou vous avez que des huskies? Vous avez quoi? Alors nous, on a des huskies d'Alaska. L'origine du husky d'Alaska, c'est un chien qui vient des États-Unis, et comme son nom l'indique, et qui est lié à la ruée vers l'or. Quand les pionniers s'enfonçaient, tu sais, l'histoire de Cro-Blanc, un peu dans la Mmh. nature, dans les grandes forêts, et aller chercher de l'or, ils utilisaient des chiens locaux, les chiens des Amérindiens ou des populations locales, qui croisaient avec toutes sortes de chiens, comme l'histoire de Cro-Blanc. Le Cro-Blanc, c'est un chien qui est volé au sud des États-Unis, qui remonte au nord, et à qui il arrive plein d'aventures. Et donc, il faisait vraiment ça. Il croisait avec plein d'autres races, en cherchant certaines qualités. Donc, par exemple, il cherchait à ce que ce soit des chiens résistants au froid, donc avec un bon pelage, qui se plaisent dans des climats nordiques. Donc, c'est une race nordique. Des chiens endurants, qui puissent parcourir de longues distances. Et donc, c'est vraiment des athlètes de haut niveau. Ils Mmh. adorent courir. Et des chiens qui soient avant tout amicaux et très gentils envers les êtres humains. Donc voilà, tu verrais nos chiens quand je rentre dans le chenil, ils sont tous en train de vouloir être caressés, câlinés. Et voilà, on craque, on peut pas s'en empêcher. Donc voilà, amicaux, endurants, résistants au froid, des chiens qui mangent bien, qui soient pas difficiles sur la nourriture. On leur donne à manger, ils mangent, parce que quand il fait très froid, la nourriture peut geler, les soupes, elles gèlent rapidement. Donc Qu'est-ce qu'ils mangent alors, les chiens de traîneau, puisque ce sont des athlètes? Alors, la nourriture varie selon les périodes de l'année. En été, bien sûr, ils sont en vacances, du coup, ils mangent beaucoup moins. Mais pour nous, pour nos chiens, on les nourrit à la période la plus intense de l'activité. Donc, c'est un mélange de croquettes, des croquettes Royal Canin 4800. Donc, c'est des croquettes très riches en énergie, pour les chiens qui font beaucoup d'activités, beaucoup de sport. Et avec ça, on mélange de la viande. Donc, c'est des abats de viande et de poisson, et beaucoup des abats de saumon, en fait, spéciaux pour la nourriture animale. Et donc, on mélange ça avec de l'eau chaude. Et donc, ils ont tout ensemble, les croquettes, la viande et l'eau, en soupe 2 fois par jour, matin et soir. Et qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça fait à peu près, en général, en hiver, on est à peu près à 1 demi-kilo de viande par jour et par chien. Par chien, ouais. Ouais, et en fait, je saurais plus te dire la quantité. J'ai mon petit verre doseur que j'utilise, mais je sais plus ce qui est écrit dessus. D'accord. Mais en gros, c'est comme un mug, tu vois, un mug, une tasse de mug classique remplie de D'accord. croquettes à ras-bord à chaque repas. Donc voilà, et c'est très très riche en énergie. Et après, quand on fait des grandes distances, on s'arrête régulièrement, toutes les heures, toutes les 2 heures, et on leur donne des snacks. Donc là, on a du gras, du pur gras, soit du gras de poulet, soit du gras d'élan, ou enfin du gras des saucisses de gras qu'on achète spécialement pour la nourriture animale, qu'on coupe en petits D'accord. morceaux. Donc on leur donne 100 grammes à peu près par chien, et c'est comme pour nous avoir un Snickers ou un petit truc énergisant, et c'est C'est ça, reparti. c'est le petit goûter. C'est ça, le petit goûter, ils se régalent, et ça repart. Et l'été, ils mangent la même chose? Ils mangent moins ou pas? Alors l'été, ils mangent beaucoup moins, ils mangent moins de moitié moins. Ils mangent Ah ouais, juste. d'accord. Ah ouais, l'été, c'est juste le petit mug de croquettes, comme je te disais, sans la viande.
et un petit mug une fois par jour, donc un demi le matin, un demi le soir, parce que c'est toujours ces mêmes croquettes très riches en énergie. Et en fait, l'été, il fait chaud et ils ont pas du tout, enfin, leur métabolisme est beaucoup moins sollicité qu'en hiver. Et pour revenir à cette lumière, du coup, donc l'été, vous avez le soleil de minuit. Oui, l'été, on a un soleil de minuit et en fait, ça tombe bien pour nous parce que l'été, on a plein de projets de construction. On améliore le chenil pour les chiens. Là, on construit un chalet en rondin pour pouvoir, héberger les gens qui nous aident avec les chiens. Donc en fait, vu qu'il y a de la neige de novembre à mars, on peut rien construire, on peut vraiment rien faire. Et Ouais. pour nous qui habitons à la campagne où c'est beaucoup de fermes, c'est très rural autour de chez nous, l'été, c'est la grosse période de construction. Tous les gens qui ont des fermes, qui ont des animaux dans les alentours, ils rénovent, ils construisent, ils changent ci, ils changent ça, ils font une clôture pour leurs animaux, ils refont le toit de leur étable, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup d'artisans, c'est une région rurale et artisanale et beaucoup de métiers liés au travail du bois, à la charpente. C'est une question qui revient beaucoup, justement par rapport à ces périodes d'ensoleillement, l'été justement. Moi, on me demande souvent, «Est-ce que c'est pas trop dur l'hiver?» Alors non, moi je trouve pas que ce soit trop dur l'hiver, surtout que bon, nous au sud de la Norvège, c'est quand même minime. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, je trouve ça presque plus gênant l'été, en fait. Parce que, cette luminosité qui est là tout le temps, du coup, je trouve que ça perturbe vachement le cycle, de tout en fait, des repas, tu sais plus trop quand tu as faim parce que tu sais plus quelle heure il est. Du coup, tu fais plein de trucs, tu fais presque des doubles journées parce qu'il fait jour jusqu'à minuit. Donc du coup, ça fait trop bizarre de se poser à 21h devant la télé. Ouais. Pour nous qui avons des animaux, je t'avoue que l'été, on travaille de manière intensive et que nos journées se finissent tard, mais on aime ce qu'on fait, du coup, du coup, on s'en plaint pas. Mais oui, en fait, on profite de chaque minute et pour pouvoir faire le plus de choses possible et avancer sur plein de choses. Et du coup, oui, les journées sont longues et comme tu dis, on n'a pas envie d'aller se coucher. Mais c'est aussi sympa pour avoir des moments sociaux en fin de journée avoir un bon moment avec les amis ou la famille ou les enfants, un peu plus tard parce qu'il fait jour et que c'est facile. Par rapport à cette intégration, sociale, on a souvent ces mauvaises images, ces clichés que les Norvégiens et les gens du Nord, en général, seraient un peu froids et distants. Qu'est-ce que tu en penses et comment sont les gens dans ta région? Oh bah, alors là, moi, ça se passe vraiment bien parce que sinon j'y serais pas restée ou j'y vivrais plus, encore. Mais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est une région rurale où, les gens qui sont autour de chez moi, c'est des Norvégiens qui ont souvent passé leur vie, ici et parfois depuis plusieurs générations et donc les gens se connaissent, ils se connaissent bien, il y a beaucoup d'entraide, hem, on sait qui sont nos voisins, on a besoin de quelque chose, on le demande et les gens, ils nous le prêtent, on a besoin d'un coup de main pour quelque chose et vice versa, les voisins, ils ont besoin d'un coup de main pour quelque chose, on trouve le temps de leur donner parce que c'est important. Ces relations-là sont importantes et du coup, c'est une petite communauté qui se connaît bien, qui fait des choses ensemble. On a cette chose, peut-être que tu connais dans le sud de la Norvège aussi, les dugnad. Par Oui? exemple, quand on doit quand on doit restaurer un bâtiment ou par exemple, nous, on a construit notre chalet en rondin, dans le chenil et pour faire le toit, tu sais, quand on fait un toit en planche, c'est beaucoup de travail un peu répétitif. Donc Mmh. on a invité 10 personnes du voisinage à nous aider et on a préparé à manger pour tout le monde, on a préparé un bon repas et les gens ont passé quoi, entre une journée, une demi-journée à nous aider et c'était fini. Et on le fait chez D'accord. nous à cette occasion-là, mais on peut le faire chez d'autres pour d'autres occasions et ça s'entraide et c'est super, super sympa. En ce moment, on a la chasse qui est aussi vraiment un travail, en collectivité et en commun avec les voisins. Et D'accord. ça a rien à voir avec la chasse aux trophées comme on peut le voir aux États-Unis. C'est la chasse à l'élan en Norvège du Nord. En fait, c'est les fermiers du coin qui se rassemblent pour, remplir le congélateur avant l'hiver en quelque sorte. C'est ça et du coup, ça se passe comment la chasse en Norvège par rapport au permis, aux quotas et cetera? Alors il y a un stage qui est assez long. Moi, ça m'a pris une dizaine de jours. Après, c'est pas toute la journée, hein, c'était des cours du soir, mais j'avais un gros livre, tout en norvégien, donc ça m'a permis D'accord. d'améliorer mon norvégien et avec un instructeur et différents thèmes, super intéressants. Le premier chapitre, c'était quand même un gros chapitre sur, comment chasser de manière humaine, donc c'est chouette, c'est vraiment respectueux de la nature et de l'environnement
Et si tu réussis l'examen, ben, tu as ta licence de chasse. Et après avoir eu la licence, tu dois faire un stage de tir. Du coup, j'ai été au stand de tir. Il y avait aussi un peu du tir la licence de chasse. Et D'accord. ensuite pour le tir, euh, il faut faire chaque année, chaque chasseur doit faire un minimum, je crois, de 30 coups au stand de tir le plus proche. Et après ça, il a un test avec 5 coups qui doivent être dans la cible. Et donc, il faut réussir le test des 5 coups dans la cible pour avoir le droit de prendre part à la chasse. Donc, c'est Et quand ça, même, c'est un test qui a lieu tous les ans. ouais, tous les ans pour tous les chasseurs. Donc, D'accord. c'est pas rien. On n'a pas son permis comme ça une fois pour toutes et ça y est, c'est pour toute la vie, quoi. Non, non, tu dois refaire le test des 30 coups et surtout des 5 coups dans la cible tous les ans. Donc, c'est pas pour toute la vie, ouais. Tu dois D'accord. être Toi, apte. tu avais déjà fait du tir avant ou tu as commencé que là pour avoir ce permis-là? Non, en fait, j'en ai fait avant parce qu'il est nécessaire d'avoir une arme au Svalbard pour la protection contre les ours blancs. Donc, j'étais habituée à avoir une arme et j'avais fait un petit peu de tir là-haut, enfin régulièrement pour maintenir un petit niveau. Mais ça n'a rien à voir les techniques et les choses qu'on apprend parce qu'au Svalbard, ce serait de la défense contre un ours qui Oui, c'est t'attaque ça. sur une petite distance très faible. Alors que là, c'est la chasse avec une lunette, tu sais, de visée Ouais. et sur une distance plus grande. Et donc, c'est des concepts différents, mais j'avais déjà manipulé une arme auparavant, oui. D'accord. Tu t'es déjà retrouvée face à un ours blanc au Svalbard? Souvent, mais en bateau. Et en fait, c'est relativement safe parce que c'est nous qui décidons de notre distance, de notre approche, de notre Ouais. comportement. Par contre, je t'avoue que si je me retrouvais face à un ours si j'étais Sur à terre, pied, sur terre, ouais. c'est pas pareil. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une arme pour dès qu'on met le pied à terre et d'avoir des comportements appropriés, de rester en groupe, proches les uns des autres, enfin, ce genre de choses. Selon Il y la a tout un tas de normes de sécurité qui sont différentes au Svalbard que sur la Norvège continentale. Bah, au Svalbard, c'est simple, hein, dès que tu quittes Longyearbyen, tu as plus de réseau téléphonique, donc ça se passe en téléphone satellite si tu veux avoir un contact avec l'extérieur. Faut mieux être autonome et compter sur soi et tu comptes pas sur les secours pour venir sortir d'un mauvais pas, en fait, tu évites de te mettre dans un mauvais pas à la base. On a un peu cette image aussi les que les accidents, ça arrive que dans les films et dans les séries, mais non, il y en a eu un il y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui s'est fait, tuer par un ours, qui Ouais, était dans sa tente, ouais, c'était vraiment très malencontreux et c'était vraiment une suite de malchance qui a fait que ça en est arrivé là et c'était très triste pour cette personne et pour sa famille et pour les ours blancs aussi évidemment, mais ouais. Pour revenir à la chasse, il y a des quotas, je suppose? oui, en fait, il y a une zone, un territoire bien défini, donc nous, on chasse sur un certain territoire avec des limites géographiques. De chaque côté, il y a d'autres territoires avec d'autres chasseurs. Notre territoire à nous comprend 18 fermes sur un côté de la vallée et D'accord. sur cette zone-là, on a un quota de 5 animaux. Et il y en a un qui va être un mâle adulte, on va avoir une femelle adulte, on va avoir, un jeune, enfin, il y a un certain nombre, et une définition des animaux qu'on peut prendre. On peut pas prendre que des animaux comme ci ou comme ça. On doit savoir ce qu'on fait avant de tirer, bien sûr. Et que dire de plus? Oui, après la viande va être divisée. Il y a la moitié de ces 5 animaux qu'on a le droit de prendre qui va être pour les propriétaires terriens. Chaque personne qui a une propriété. Donc, nous, par exemple, on aura 1/18 de la part des propriétaires et D'accord. l'autre moitié qui va être pour les chasseurs. Donc, Espen et moi, on est deux, on aura 2/10, puisqu'on est une dizaine de chasseurs, de la part des chasseurs. Pour nous, ça représente presque 80 kilos de viande par an. Ah, quand même! Donc, c'est une alternative au bœuf et au poulet qui est les Happy Proteins qui viennent de derrière la maison, qui est quand même relativement, ça vaut le coup, quoi. Tout à l'heure, quand on préparait l'épisode, tu m'as envoyé une photo, de votre prise de ce matin de l'élan et je t'ai envoyé un petit bonhomme qui faisait la tête Oui, et c'est pas du tout parce que je suis contre la chasse, mais c'est vrai que, donc moi je suis pas végétarienne, je mange de la viande, oui. mais
même si j'adore ça et j'essaye de faire quand même attention à ma consommation, que ce soit pour côté budget, pour la planète, pour la santé, Ouais. et puis pour le côté respect des animaux. En fait, c'est vrai que moi, des fois, je suis un peu partagée parce que je suis une gourmande, j'adore cuisiner, donc j'aime la viande et je mange de la viande, mais j'aime pas voir les animaux morts, quoi. Ouais, je comprends. Après, je préfère voir un élan mort, tué par, nous et les voisins derrière, dans le champ derrière chez moi, que de savoir comment sont tués les bœufs, les vaches et compagnie, je pense Mais exactement, c'est vrai que ça, c'est un débat, complètement, après moi, c'est vrai que c'est juste l'image, tu vois, qui me gêne un petit peu, mais après, moi, j'en ouais. mange, l'élan, c'est très bon, j'adore ça, donc c'est Avec le groupe de chasse cette année, ils étaient juste tout près de chez nous et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, un de nos voisins, le frère de mon conjoint qui est venu avec ses 2 petites filles qui ont 3 et 5 ou 6 ans et pour voir pendant qu'on dépeçait. Donc ils montraient, alors voilà, là c'est le rein, là c'est les poumons, là c'est le cœur et en fait, ça fait partie un peu de la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire et c'est pas plus mal, je pense que les enfants sachent aussi, bah, voilà, la viande c'est ça vient d'un animal qui a été vivant, qui a marché sur 4 pattes, qui a vécu dans oui, la c'est vrai forêt. que ça, c'est moi, je l'ai jamais, expérimenté, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois, effectivement, que c'était, quelque chose de très courant d'amener des enfants, même très jeunes pour leur montrer, bah, comment ça marche, qu'est-ce qui se Oui. passe, sans en essayant de pas les gêner, de pas les choquer, mais effectivement, comme tu disais, pour leur montrer, que d'où vient, la viande, quoi. Ça vient pas du supermarché, ça vient de la forêt. Exactement, c'était fait par un de nos voisins, de manière très pédagogique et du coup, c'était super intéressant de suivre ses explications et je sais qu'à l'école au Svalbard, j'ai un ami, pendant la chasse aux rennes qui va avec les rennes sont relativement, faciles à chasser, il y a un quota aussi, donc en fait, il va avec les enfants, les petits-enfants, du jardin d'enfants à la chasse aux rennes. Donc les enfants, ils marchent en file indienne derrière lui, il abat un renne et ensuite ils font tout ensemble, tu vois? Ils ouvrent, ils enlèvent la peau, prennent les morceaux jusqu'à ce qu'ils manger le renne ensemble. On va dire que c'est une introduction à d'où vient ta nourriture dans un environnement, où on en dépend en fait grandement. Et vous, vous chassez plus d'élan ou plus de rennes? Non, nous en fait le renne c'est pas autorisé enfin c'est pas possible parce qu'ils appartiennent aux Samis en Parce que Norvège du c'est des Nord. rennes d'élevage, du coup? Oui, ben, en fait, on peut dire d'élevage mais les rennes ils vivent de manière sauvage dans les montagnes sans frontières, hein. Mais ils appartiennent en Norvège du Nord, ils appartiennent tous à des Samis. Par contre, Donc je c'est pas crois qu'il y a autorisé de chasser? pas du tout, non, 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 c'est une propriété privée, tu peux pas. C'est comme si tu allais abattre une vache dans le champ du Dans un voisin. champ, ouais, c'est ça, sauf que c'est un champ, énorme et sans clôture. Et sans clôture, mais ils sont tous marqués, ils ont tous une marque à l'oreille. L'été, ils rassemblent les troupeaux dans des grands corails et ils marquent les animaux, les jeunes. Ils ont tous une marque selon, à qui ils appartiennent. Donc, il y a des groupes de la population sami et après selon à quel membre de la famille ils appartiennent, il y a une autre marque aussi sur l'oreille. Donc ils sont tous marqués. Après en Norvège du Sud, il y a des zones où il y a des rennes sauvages qui sont autorisées à chasser, mais pas en Norvège du Nord. Et à part les élans, qu'est-ce que vous pouvez, chasser d'autre, éventuellement? Il y a des oiseaux ici, mais qui se chassent, mais comme il y en a relativement peu, nous on est contents de les voir vivants, donc on les chasse pas. Mais je sais que ça dans notre région, ça se fait et c'est pareil. Alors je suis désolée, j'ai pas les noms en français, j'ai les noms en anglais ou en norvégien. Mais oui, il y a des oiseaux de la famille des oies ou des oiseaux de la famille des lagopèdes ou des, tétras, grands tétras, ce genre d'oiseaux. Tu disais tout à l'heure que quand tu as passé la partie théorique, de ton permis, de chasse, c'était en norvégien. Tu disais que c'était difficile. Tu parles norvégien couramment? Ça a été long, difficile, facile à apprendre? Alors je parle relativement bien. En fait, je comprends plus que je parle. Hem, il y a eu un moment où quand je vivais au Svalbard, j'étais très motivée pour apprendre et du coup, j'allais à l'école, là-bas et je suivais des cours. Et après quand on a bizarrement, mais quand j'ai emménagé avec Espen et les enfants, vu que je me suis retrouvée dans un milieu, où on parlait norvégien tous les jours, j'ai et puis j'étais très occupée avec mes chiens et plein d'autres choses, j'ai arrêté de suivre des cours, donc j'ai appris par immersion et Et à la après, maison, vous parlez norvégien? non, alors Espen et moi, ça dépend. On parle souvent anglais, on
parle peut-être 20% norvégien ensemble. Quand il y a les enfants, ça dépend, c'est rigolo parce que je me force à parler norvégien aux enfants, mais eux, ils me répondent en anglais. Ouais, ça arrive souvent ça. Ça dépend, le petit parle super bien anglais, du coup, il me répond en anglais. La plus grande, elle est un peu plus timide, elle est ado, du coup, elle me répond en norvégien. Ou alors elle ose pas, elle s'arrête au milieu d'une phrase et je lui dis: «Mais si, vas-y, c'est bien», ça me force à comprendre. Ouais. Et voilà, on parle un mélange. Du coup, vous êtes, très occupés avec, toutes ces activités, avec les chiens, avec les expéditions, en voilier. Est-ce que vous avez, du temps pour faire d'autres choses? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas? Même si je me doute que vous êtes finalement au travail tout le temps puisque vous avez les chiens tout le temps autour, mais est-ce que vous aimez aller faire des randonnées, donc la chasse, tu disais? Oui, on a des chiens, mais on a aussi des chats, des poules et des chèvres. D'accord. C'est l'arche de Noé. Non, on aime bien les animaux. Hem, Qu'est-ce qu'on aime bien faire? Oui, non, on adore, on adore être dehors et dans la nature, donc Espen est un grand féru de parapente. Le problème, c'est qu'on comme tu dis, on trouve pas trop le temps d'en faire et moi, j'adore la plongée, donc si on arrive à se dégager des vacances, on se tourne vers des activités de plein air, du camping, ce genre de choses, ouais. Tu disais que dans le parc national, près de chez vous, il y avait des glaciers? Oui, ouais, ouais, c'est magnifique la nature ici, c'est des possibilités, sans fin, enfin, on a vraiment de la chance et on en profite à fond. Cet hiver, après qu'il y ait eu l'arrêt là, toutes les frontières ont été fermées suite, au corona. On a passé, on a passé des super moments. On partait avec tous nos chiens. On prenait 10 chiens chacun, on partait avec des grandes équipes de chiens et on allait dans les montagnes, partir sur, 1 semaine ou 3-4 jours ou même juste des week-ends. On s'est régalés. Je crois qu'on a été les plus heureux des les plus heureux des gens en quarantaine. Je sais pas si il faut pas s'en il faut pas s'en vanter, mais on a Ah bah, vraiment non, eu non, attends, c'est un point, positif, hein, c'est pas, pour nous, c'est totalement inespéré parce que c'est des choses qu'on emmène des gens faire ça et on en vit. Donc en fait, on le fait jamais juste uniquement à titre privé, juste nous 2 pour le plaisir et alors là, on avait vraiment l'occasion de le faire comme ça et ça nous permet d'explorer des nouveaux itinéraires, d'aller camper dans des endroits sauvages où on n'emmène pas forcément des gens parce que pour plein de ouais. raisons, mais non, c'était C'est vrai que vraiment, pour faire tout ça, il faut du temps, en fait, donc c'est super que vous ayez mis ce temps, à partie pour faire tout ça. bah, c'était de toute façon, c'était ce qu'on aurait fait à ces dates-là, juste avec des clients, quoi. C'est ça, sauf que là, vous étiez tout seul en amoureux. Ouais, c'était, inespéré, bon, bien sûr, je parle pas de tout le contre-coup, l'aspect économique et tout le reste, mais bon, de toute façon, les chiens devaient courir, c'était l'hiver et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'on a fait et c'était ce qui était prévu de faire donc voilà, Ouais, avec ou c'est vrai que j'ai sans. suivi, tes vidéos, tes photos là que tu postais, c'était, incroyable quoi, c'était fou. Je dis: «Oh là là, ça me donne trop envie de retourner Merci. là». Et justement par rapport au tour en chien de traîneau, vous avez fait des tu disais tout à l'heure, tu avais parlé d'une compétition que tu avais faite. Tu en as fait d'autres et ton compagnon, il a fait de la compétition aussi en chien de traîneau? Oui, en fait, c'est principalement, lui, hein, qui a beaucoup d'expérience avec ça. Espen, il a couru plusieurs fois la Finnmarksloppet, qui est la plus grande course de chiens de traîneau qui existe en Europe. C'est Ouais, à peu près 1 000 kilomètres, en autonomie à la traversée de la Norvège du Nord. Il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie 500 kilomètres et une catégorie 1000, qui ont ouais, été modifiées dernièrement, donc je sais plus si c'est maintenant 600 et 1 200, enfin approximativement dans ces eaux-là. d'accord. Hem, donc lui, il a fait ça de nombreuses fois, mais moi oui, carrément, je suis intéressée, je suis à fond. Le truc, c'est d'avoir du temps pour faire tourner à la fois la partie touristique et c'est pas du tout la même approche d'entraîner des chiens pour une course parce que ça nécessite dès maintenant, dès, août-septembre, de savoir, d'avoir des objectifs semaine après semaine, mois après mois, pour un certain nombre de chiens qui sont dans la bonne catégorie d'âge et D'accord. pour augmenter l'entraînement comme des coureurs de marathon qui préparent Comme une des comme grande des course. sportifs de haut niveau, quoi. Bah, même pas comme des sportifs de niveau, enfin, c'est clairement des sportifs de haut niveau, quoi. Ouais. Et du coup, c'est Ouais. quelque chose qui t'intéresse là? Tu penses, te lancer dans la compétition, l'année prochaine, par exemple? Bah, en fait, j'en ai déjà fait les années précédentes, grâce à Espen et parce qu'on avait des chiens bien entraînés. Donc j'ai eu Mmh. la chance de courir, 2 fois la Tromsø Quest, qui est une petite course, locale où c'est pareil, à chaque fois, il y a des catégories différentes selon,
ton niveau et tes envies. Donc je l'ai couru 2 fois dans la catégorie 70 km avec 8 chiens. Mmh. Ça se fait en quelques heures, ça se fait en un après-midi ça. Et D'accord. la catégorie suivante, c'est 180 km avec 10-12 chiens. Donc j'aimerais bien cette année, si elle a lieu, y prendre part. Et c'est une course qui est qualificative pour ensuite participer à la Finnmark-Lopet 500 km. D'accord. Donc à voir, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer du côté professionnel avec les groupes, le tourisme, et cetera. Et on ne sait pas non plus où est-ce qu'on va réussir à aller avec l'entraînement des chiens. Donc tout ça, c'est un peu en suspense, mais la Tromsø 180, je pense que ça devrait être jouable si elle a lieu. Pour ceux qui souhaitent, venir, en Norvège, du Nord et vous contacter pour faire des expéditions, que ce soit en chien de traîneau ou en voilier, on vous trouve, sur internet du coup avec ton compagnon, Espen? On a un site web, Off Track Experience et en fait, on a toutes sortes d'activités, on propose toutes sortes de choses, aussi bien pour des familles et des choses à la journée, tranquilles, adaptées avec des enfants et vraiment, en mode sympa familial ou jusqu'aux expéditions de 15 jours, que ce soit en chien de traîneau, dans les hauts plateaux, de Norvège du Nord ou au Svalbard en voilier. Voilà, on a tout un panel de choses un peu, adaptables, à la carte, au départ de notre ferme ou ailleurs et on est super contents d'avoir des visiteurs et que le monde vienne à nous dans notre forêt. Et oui, j'ajouterai le lien, de votre site, pour ceux qui souhaitent venir. En tout cas, j'espère que ça donnera envie, à plein de gens de venir, visiter la Norvège et la Norvège, du Nord, dès que ce sera de nouveau, possible. On espère, le plus vite possible. En tout cas, Delphine, merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir, raconté, comment est la vie, au nord de la Norvège. C'est moi qui te remercie, c'était super sympa d'avoir cette discussion ensemble. Merci beaucoup. Salut Delphine. Salut! Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles et à partager les épisodes. À bientôt!